Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de France 3. Il n'est pas tout à fait 13h, nous sommes au lendemain du premier tour des élections municipales. Un lendemain, vous l'avez compris, difficile pour la gauche et pour le Parti socialiste. Un lendemain de fête pour le Front National qui a en partie réussi son pari, s'imposer comme troisième force politique du pays et faire élire près de 1000 conseillers municipaux. On vérifiera cela au soir du second tour. C'est aussi un lendemain de renaissance, peut-être, pour l'UMP. Reste à savoir si les victoires de l'UMP se confirmeront, elles aussi, au second tour. Mais commençons par un rêve brisé, celui de Marseille. Jean-Claude Gaudin, vous le savez, est bien parti pour un 4e mandat à 74 ans. Pour le candidat de la gauche, Patrick Mennucci, c'est une claque. Quant au Front National, Stéphane Ravier, il est arrivé second, devant la gauche, devant le Parti socialiste, devant Patrick Mennucci. Les scores, je vous les rappelle, Jean-Claude Gaudin, 74 ans, 37,64% des voix. Stéphane Ravier du Front National, 23,16%. Patrick Mennucci du Parti Socialiste, 20,77% des voix. Une toute première réaction avec vous, Olivier Hill, vous nous accompagnez pendant toutes ces élections. Oui, c'est clairement une désillusion pour le Parti Socialiste. Il avait fait de Marseille un laboratoire et au fond même une devanture possible pour redorer son blason après ce qui s'annonçait comme une défaite à l'évidence. Eh bien ce ne sera pas le cas et on peut même ajouter que la défaite est amère puisque dans le premier secteur, Patrick Mennucci accuse un retard de près de 12 points sur son adversaire UMP. C'est beaucoup, c'est la fin d'un rêve. Avant de poursuivre sur Marseille et le rêve brisé de la gauche, voici le reportage de nos confrères de Provence-Alpes-Côte d'Azur. 19h15, Patrick Mennucci arrive rue Montgrand, au siège de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône. Il est souriant, détendu et très optimiste. Donc celui qui va changer, dans l'état d'esprit de celui qui va changer le destin de Marseille. Absolument. Patrick Mennucci le dit, il est confiant, convaincu de sa victoire lorsqu'il s'apprête à pénétrer dans son QG. Sa directrice de campagne informe la presse que le candidat socialiste prendra même la parole vers 21h. Puis Patrick Mennucci va s'enfermer dans son bureau pour attendre les premières estimations. Mais les chiffres ne sont pas bons. À 21h30, Patrick Mennucci n'est toujours pas là. Les journalistes attendent. La tribune reste vide. À mesure que le temps passe, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Le Front National serait en tête dans le 7e secteur. Marie-Arlette Carlotti, la ministre, serait en difficulté dans le 3e secteur. Dans la salle, aucun militant. Il est 22h30 lorsque le candidat socialiste vient enfin s'exprimer devant la presse. Il appelle au rassemblement. Je suis dans un état d'esprit combatif, j'ai vraiment cette volonté. Je vais immédiatement rencontrer les têtes de liste de ma liste. Je rencontrerai un peu plus tard M. Coppola. J'appelle M. Diouf à me rencontrer également. Donc il faut que maintenant nous nous mettions en situation de changer les choses à Marseille. À 23h, le QG de campagne de Patrick Mennucci est déserté. Combien il fait, Coppola, je ne sais pas t'as dit. 11, elle a dit. Au siège de la fédération du PS, les têtes de liste font et refont les comptes. Les visages sont fermés. Le message des électeurs est cinglant. Mennucci n'a pas réussi à convaincre. Les portes de la mairie de Marseille semblent déjà se refermer. Bon, Olivier Hill, on vient de le voir dans ce reportage. Les images sont fortes, un QG vide, Mennucci seul. Le contraste est saisissant entre la détermination de M. Mennucci, la volonté d'y croire encore, et c'est bien légitime dans l'entre-deux tours, la volonté de rassembler ses troupes pour un dernier combat, et puis cette salle vide, et puis surtout les facteurs d'inquiétude qui sont nombreux. Les quartiers populaires du Nord se sont massivement abstenus, les primaires ont laissé à l'évidence des traces profondes dans le camp socialiste, les réseaux de Jean-Noël Guérini n'ont pas facilité la tâche, on les a bien entendu vus à l'œuvre contre la candidature de M. Mennucci, et enfin l'écart est important, les réserves de voix de M. Mennucci existe, mais en petit nombre du côté du front de gauche, qui fait à peu près 7 à 8 points. Ça sera donc très difficile pour le second tour. Et tout cela, malgré les grandes manœuvres gouvernementales, puisque je vous rappelle qu'en novembre 2013, Jean-Marc Ayrault était venu en personne avec Manuel Valls, avec d'autres ministres. Il s'était assis autour d'une table ronde. Il avait promis presque 3 milliards d'euros à Marseille d'ici 2030 pour les transports, la sécurité, pour raviver l'économie de Marseille. Que s'est-il passé ?
Eh bien, ce que vous dites, Isabelle, illustre parfaitement la confrontation de deux stratégies. Celle du Parti socialiste qui était locale, avec des subventions, des soutiens, des visites nombreuses, notamment du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Et puis une stratégie qu'il a clairement emportée à Marseille, qui est celle de nationaliser le débat, notamment pour adresser un message de sanction à l'égard des socialistes, sur le plan local, mais aussi à l'échelle nationale, on le voit, à travers, en particulier, le fort taux d'abstention. Mais jamais on n'aura pris autant soin d'une ville. 40 zones de sécurité prioritaires installées par Manuel Valls dans les cités, 40 zones avec quand même certains résultats sur les agressions, la délinquance. Ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné, comme n'a pas fonctionné non plus la stratégie de mobilisation des rues, des quartiers et des immeubles marseillais autour des questions de propreté, autour des questions de cantines scolaires, autour des questions de transport. On voit bien que ces thèmes n'ont pas véritablement pu renverser la donne qui était celle d'une équation, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord au fond, satisfaction à l'égard de l'équipe sortante, c'est clair, et puis surtout de défiance à l'égard du Parti socialiste, d'abord et avant tout au sein de la gauche. Alors maintenant nous allons poursuivre sur Marseille en écoutant des interventions de Samia Ghali, de Karim Zeribi, deux sénateurs du Parti socialiste, et enfin en dernier Stéphane Ravier du Front National. On écoute. Des gens qui sont complètement perdus et surtout pas tant le vote du Front National mais surtout l'abstention des gens qui censément voteraient pour nous, qui ne se sont pas déplacés pour dire au gouvernement tout simplement qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée et qu'ils veulent vraiment du changement. Moi je vais aller sur le terrain, parler aux Marseillaises et aux Marseillais. Et leur dire quoi? Leur dire pourquoi vous n'êtes pas allés voter. Est-ce que vous prenez conscience de la situation de notre ville? Est-ce que vous voulez un 4e mandat donc avec l'immobilisme de Jean-Claude Gaudin aujourd'hui qui est à la tête d'une équipe à bout de souffle? Si les Marseillaises et les Marseillais estiment effectivement qu'un Front National aussi haut donc à Marseille est acceptable, ils ne réagiront pas dimanche. Je ne peux pas l'imaginer au moment où je vous parle. Vous avez annoncé qu'il y aurait un 21 avril marseillais, qu'il y aurait un tremblement de terre marseillais qui secouerait la France. Alors, vous voyez, on ne m'écoute pas assez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et maintenant, pourquoi pas, la deuxième étape, battre Jean-Claude Gaudin pour, dans l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais, demander aux électeurs de se mobiliser davantage, de ne pas se laisser impressionner, manipuler par les discours qui ne vont pas tarder à se manifester de la part de nos adversaires, notamment de gauche, et voilà, de se mobiliser pour faire mieux encore la semaine prochaine. Stéphane Ravier qui rêve maintenant de la mairie de Marseille. Oui, je crois que le discours d'admonestation ou de culpabilisation des électeurs ne pourra guère aller très loin. Ce qui est ici constaté, c'est d'abord l'expression d'une défiance, l'expression aussi d'une forme de désespérance sociale. C'est bel et bien les questions de chômage, les questions d'insécurité, les questions de transport qui ont ici été mises en avant, mais aussi, bien entendu, le sentiment que la politique gouvernementale n'est pas en faveur des catégories populaires. C'est bien elles qui ont arbitré le duel à Marseille. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que cet appel à la mobilisation lancé par le Parti socialiste, oui, y compris par Karim Zeribi, Samia Ghali, qu'on a entendu, même Patrick Mennucci, elles ne vont rien résoudre. C'est être dans le déni que d'appeler à la mobilisation. Oui, et le prix d'une certaine lucidité pourrait être tout de même observé de près, car après tout, des responsabilités ont été engagées, des résultats aujourd'hui sont patents, il faudrait relier les uns aux autres. Et peut-être qu'un discours de plus grande simplicité et transparence, surtout de la part des représentants socialistes, parviendrait mieux à convaincre. Nous allons parler maintenant des réseaux sociaux avec Vanessa Fiz qui scrute ces réseaux sociaux depuis la nuit dernière, ce matin très tôt. Vanessa, vous allez nous parler des tractations qui ont bien vite commencé puisqu'il faut déposer les listes demain soir. Oui, à Marseille comme ailleurs, l'heure est aux transactions, aux stratégies en vue du second tour et ces moments très intenses sont bien sûr relayés sur les réseaux sociaux. À Grenoble, on se rassemble déjà à Grenoble où une alliance est conclue par les écologistes, le parti de gauche et le réseau citoyen. Éric Piolle en effet est en tête. Également au QG de Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris, on réfléchit, on se réunit après les résultats positifs d'hier. Une réunion pour se mettre en ordre de bataille et cette photo de travail. En Bretagne, quelques réflexions ironiques. Bon courage pour les tractations d'appareils après s'être tiré dessus pendant des mois, dit-on à Rennes. Et puis à Dinan, on se dirige vers une quadrangulaire. Le bal des alliances est donc ouvert, nous dit-on sur Twitter. Merci à vous Vanessa, on vous retrouve tout au long de cette émission consacrée à la suite de ce premier tour de scrutin très disputé. Un mot sur Pape Diouf.
Cette liste citoyenne, on parle peu des petites listes malheureusement, il a fait quand même un score honorable. Oui, en dépassant tout juste les 5%, il est en mesure de fusionner avec la liste socialiste. C'est aussi l'expression d'une personnalité locale particulièrement appréciée dans le monde du football et on connaît l'importance du football à Marseille. Pape Diouf a essayé d'apporter un autre message mais il n'est pas passé non plus quand même. Oui, c'est un message qui était sans doute un peu trop compliqué, trop abstrait et puis surtout, on le voit très clairement, ce sont des arguments, c'est-à-dire en fait des enjeux, des clivages tout autres qui l'ont emporté dans ce scrutin. On l'a dit au début de cette émission et depuis hier soir, c'est un désaveu pour le Parti socialiste et pour le gouvernement. Un scrutin local est devenu national par la force des choses. Je vous propose d'écouter le reportage et le commentaire de Stéphane Hilarion et de Yannick Lécuyer sur ce désaveu du Parti socialiste. Une gifle et un sérieux avertissement pour l'exécutif. C'est ce que l'on peut retenir des résultats de ce premier tour. Le Parti socialiste apparaît ce matin comme le grand perdant de ce scrutin. Il y a d'abord les villes perdues dès hier soir comme Hénin-Beaumont où le candidat du FN, Steve Briouat, a été élu avec 50,26% des voix, l'un des symboles de la poussée du Front National. Perdu également Niort où l'UMP Jérôme Baloche s'impose avec plus de 54% des voix. Un désaveu pour la gauche locale. Et puis il y a les villes où le PS est en difficulté, c'est le cas de Nancy et de Saint-Étienne qui pourraient basculer à droite, à Reims où la maire sortante Adeline Hazan est devancée d'une courte tête par l'UMP Arnaud Robinet, et même scénario à Quimper où le maire sortant Bernard Poignant, l'un des plus proches conseillers de François Hollande, est en difficulté face au candidat UMP Ludovic Jolivet. Je pense que dimanche prochain, ce sera un tour décisif où rien n'est joué. Sans doute sera-t-il plus serré que espéré, mais quand je fais le total des voix de gauche hors Front National par rapport au total des voix de droite et du centre droit, eh bien, elles sont encore supérieures. Autre déconvenue à Toulouse, où le maire sortant Pierre Cohen arrive second derrière l'ancien maire UMP Jean-Luc Moudingue. À Lille, notons que si Martine Aubry arrive en tête à l'issue de ce premier tour, elle perd tout de même plus de 10 points par rapport au scrutin de 2008. Il y a d'abord la colère des Français, de beaucoup qui voient leurs conditions de vie difficiles, l'impatience par rapport à la politique du gouvernement, l'impatience parce que les résultats ne sont pas encore là à la hauteur de ce qu'ils attendent. Je crois qu'il faut le dire très simplement, dont il faut les écouter, il faut les entendre. Et puis autre vraie surprise de ce premier tour, dans la capitale cette fois où les électeurs ont fait mentir les sondages en plaçant la candidate de la droite devant Anne Hidalgo, même si le PS vire en tête dans les 12e et 14e, des arrondissements clés qui devraient permettre aux socialistes de conserver la majorité dans la capitale. Je le sais, le contexte national a été difficile, mais je me réjouis qu'à Paris, dans un contexte national aussi difficile, les forces de progrès, les forces humanistes soient là, soient debout et en capacité de gagner. Mais la plus grosse claque vient de Marseille, que le PS, emmené par Patrick Mennucci, avait bon espoir d'arracher à la droite. Peine perdue, il se classe 3e derrière l'UMP Jean-Claude Gaudin et surtout derrière le Front National et son candidat Stéphane Ravier, qui pourrait bien dimanche décrocher une mairie de secteur. C'est une habitude. Votre réaction, Olivier Hill, à ce désaveu? Mais on voit que même dans les fiefs socialistes, le repli est très prononcé, très accentué, ce qui montre bien que la stratégie de nationalisation mise en place par l'UMP a fonctionné. C'est le cas par exemple à Nantes, où la candidate socialiste qui succédait à M. Hérault est en recul de près de 20 points par rapport au score de 2008. La jeune Johanna Roland. Tout à fait, Madame Roland. C'est le cas aussi à Lille, fief traditionnel. On voit que c'est un recul de près de 12 points. Également à Lyon, où Gérard Collomb l'avait emporté la dernière fois très facilement au premier tour. Là, il est en recul de près de 15 points et il va donc aller, certes en ballottage favorable, mais à un second tour. Ce sont autant de signes que précisément ce repli est très fort. Paradoxe, c'est sans doute au Front National que le Parti Socialiste peut devoir au second tour la conservation de villes comme Reims, comme Metz ou Strasbourg. On verra donc comment se feront notamment les mises en place des stratégies, Front républicain d'un côté, Nini de l'autre. Tout de suite, Lyon. On n'a pas beaucoup parlé de Lyon hier soir, les résultats sont arrivés très tard. Je vous propose de revenir sur ce premier tour de scrutin à Lyon, ville très disputée et où Michel Avart, le candidat UMP, n'a pas fait un si mauvais score que ça. La victoire est à portée de main. On va gagner ! Mais à portée de main seulement. Certes, les listes Gérard Collomb arrivent en tête dans 6 arrondissements sur 9,
Mais contrairement à 2008, le maire PS de Lyon ne fera pas l'économie d'un second tour. Il faut dire que cette année, le contexte national est contre lui, tout comme ses anciens alliés d'Europe Écologie Les Verts et du Front de Gauche. Le Front de Gauche qui se paye même le luxe de passer devant sa liste dans le premier arrondissement. 2014 n'est pas 2008, mais lorsque je regarde ce qui se passe autour de nous, je m'aperçois que c'est un assez bon cru. Dès hier soir, Gérard Collomb a appelé à la mobilisation de toute la gauche, mais seulement à ses conditions. Des sensibilités différentes, oui, nous voulons bien les prendre en compte, mais qu'ils prennent en compte la sensibilité dominante des Lyonnais. La question qui lui est posée, c'est une question de savoir s'il a envie d'élargir ou non sa majorité, et s'il a envie, oui ou non, de discuter un peu de son projet pour qu'il y ait des modifications. De son côté, la droite lyonnaise réalise de belles performances dans 2 arrondissements qui lui sont traditionnellement acquis. Le 6e qu'elle remporte dès le premier tour et le 2e. Dans le reste de la ville, Michel Avare, le candidat UMP-UDI, est à la peine, y compris dans le 5e, son fief. Pour le 2e tour, rien n'est joué. Et j'appelle donc les Lyonnaises et les Lyonnais, et notamment les abstentionnistes, qui veulent que les choses changent à Lyon, à se mobiliser massivement. Pendant ce temps, au FN, on exulte. Les résultats nationaux sont là. Les résultats locaux aussi. À Lyon, pour la première fois, le Rassemblement Bleu Marine a l'occasion de se maintenir au second tour dans 7 arrondissements sur 9. Le Front National est de retour sur Lyon. Il a triplé ses scores par rapport à 2008. Donc c'est une victoire pour nous. Et le 2e tour sera vraiment 6 jours de bataille pour transformer l'essai. Transformer l'essai, Gérard Collomb est en passe d'y parvenir. En revanche, pour ce qui est de la métropole, c'est loin d'être gagné. Le Front National a triplé son score depuis 2008. Oui, et pourra donc se maintenir au 2e tour dans une ville comme Lyon. C'est un signe très fort, effectivement, que la percée ne concerne pas seulement les villes du Nord ou les villes du Sud-Est pour le Front National. Elle est aussi très sensible dans des villes de cette nature. Une ville centriste, on le sait. Monsieur Collomb avait pourtant multiplié les signes de modération, de rassemblement, avait essayé de fédérer autour de lui les forces en présence, et pourtant, la chose a été rendue très difficile. Il n'a pas pu empêcher ce vent de nationalisation des enjeux qui, à Lyon comme ailleurs, aura décidément pesé bien lourd dans la balance. Vous l'avez dit, Gérard Collomb va s'en sortir quand même honorablement. Il a plutôt une figure de centriste à Lyon. Mais quand même, le maire de Lyon a toujours évité de parler de la politique gouvernementale, voire il l'a même critiqué. Il a parfois critiqué certaines décisions prises par François Hollande ou Jean-Marc Ayrault. Il n'a pas mis d'étiquette Parti socialiste sur ses documents de campagne. Oui, dans cette ville, on le sait, souvenons-nous de Michel Noir ou de Raymond Barre, on aime les hommes indépendants, les hommes qui, au fond, sont à l'écart des grands partis et expriment des visions de rassemblement ou de concorde. C'est le cas avec M. Collomb. Il a traduit, au fond, cette identité profonde de l'électorat lyonnais. Il le fait cependant dans un contexte qui lui est difficile, et on verra comment s'opéreront les mobilisations du second tour. Un mot sur la percée des Verts, qui jouent les arbitres. Ils ont fait liste à part cette fois-ci. Ils ont parlé de certains choix de la mairie socialiste de Lyon, dans les transports, notamment le tunnel de la Croix-Rousse, le mode doux, qui a coûté très cher aux Lyonnais. Quelle est la position des Verts? Ils se forgent une nouvelle réputation, une nouvelle... Il montre une fois de plus, et M. Tête l'a rappelé à l'instant, que leur logique est bien celle d'un parti autonome qui a un programme spécifique et qui veut le faire entendre. Il ne manque pas de caractère, on le sait, à Lyon, et sur les questions du transport, mais aussi sur un certain nombre de questions très sensibles liées à l'avenir de la métropole. Collectivité territoriale à statut spécial, Lyon va expérimenter sans doute l'une des formes les plus ambitieuses que les lois de 2010 et 2013 autorisent en matière de regroupement de compétences et de budget. Eh bien, ils font entendre la nécessité de contrepoids, de concertation, de délibération. Il me semble que Gérard Collomb aurait tout intérêt à l'entendre. Alors parmi les 2 grosses villes qui pourraient basculer à droite, on a Toulouse et Strasbourg. Oui, ce sont des villes de plus de 100 000 habitants qui ont été au cœur de stratégies importantes, d'investissements nombreux répétés, des visites, des soutiens importants ont été apportés aux candidats en présence, de part et d'autre. Ce sont 2 villes aussi dans lesquelles, on le sait, le Front National va être en mesure d'arbitrer. Et dans quel sens se feront ces arbitrages? Et bien entendu, tout va dépendre de la
capacité des candidats UMP et Parti Socialiste à mobiliser leur camp, à convaincre leurs électeurs, c'est-à-dire leurs sympathisants en l'occurrence, à bien aller dans les urnes dimanche prochain. Merci Olivier. En tout cas, le Front National, lui, garde toutes ses forces pour le second tour parce qu'il va avoir fort à faire. Il s'impose comme arbitre. Paris gagné pour Marine Le Pen ? Oui, très clairement. Nous avions à peu près 80 conseillers municipaux avant ce tour de scrutin. On va aller vers le millier, sans doute le dépasser assez nettement. Dès ce soir, dès le premier tour, on était déjà à pratiquement 500 conseillers municipaux répertoriés. C'est dire si l'essai est transformé, si la stratégie de localisation du Front National mise en place par Madame Le Pen en désaccord avec son père, qui avait toute autre approche du sujet ici, a bien fonctionné. Elle montre aujourd'hui des premiers résultats très probants. Il y a une politique des coups menée par Jean-Marie Le Pen et une politique maintenant de dédiabolisation, de normalisation, d'ancrage du Front National menée par Marine Le Pen, surtout depuis qu'elle est à la tête du parti depuis 2011, le congrès de Tours. Et ça paye ? Oui, depuis son arrivée à la tête du parti, elle l'a martelé à de nombreuses reprises, elle veut respectabiliser son parti. Elle veut lui donner une capacité de gouverner, d'abord localement, mais peut-être aussi demain nationalement. Et cela, c'est évidemment tout l'enjeu de son travail pour convaincre les électeurs que ce n'est pas un parti d'extrême droite, mais un parti qui peut entrer dans une culture de gouvernement. Steve Briouat est un homme normal ? Eh oui, et ce sera sans doute l'une des premières expériences de gestion municipale, au moins à partir d'une réussite de premier tour. C'est une ville de 27 000 habitants, c'est une ville importante. Ce sera donc l'occasion pour ces nouveaux conseillers municipaux et peut-être demain les 4, 5, 6 maires qui vont être à la tête de villes frontistes, de montrer leur capacité à gérer, à entendre, à entrer en relation avec les administrations publiques, bref, à banaliser ce parti politique. On va regarder maintenant le point sur les percées du Front National avec Sophie Granel et Marie Perrin. Il représente à lui seul le triomphe du Front National lors de ce premier tour des municipales. À Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, Steve Briouat n'aura eu besoin que d'un tour pour se faire élire avec 50,26% des voix. Une première dans une ville d'une telle importance pour le Front National qui se positionne plus que jamais comme la troisième force politique de France. Le Front arrive à démontrer en ces élections municipales, et notamment lors de ce premier tour, qu'il est une force autonome, une force d'espoir, une véritable alternative qui ne ressemble ni aux uns ni aux autres et qui défend l'intérêt des Français. Et c'est, je crois, la raison pour laquelle ils nous ont fait confiance massivement lors de ces premiers tours. Et les chiffres sont en effet impressionnants, avec de fortes poussées dans certaines régions comme le Languedoc-Roussillon où se présentaient plusieurs figures de proue du FN. À Saint-Gilles, dans le Gard, l'avocat et député Gilbert Collard est en ballottage favorable pour le second tour avec 42,57% des voix. Une victoire dans un climat houleux, comme en témoignent ces images. Une réaction, Maître Collard ? Oui, mais ma réaction c'est que je suis très content que... Autre personnalité frontiste en tête au terme de ce premier tour, Louis Alliot. À Perpignan, le vice-président du parti, compagnon de Marine Le Pen, devance d'un peu moins de 2 points l'UMP sortant Jean-Marc Pujol. Ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on entend parler soit de M. Alduy, soit de M. Pujol. Aujourd'hui, je pense que les gens veulent tourner la page et ils se tournent vers, je pense, un candidat d'avenir, un candidat d'ouverture et un candidat qui a des projets pour la ville de Perpignan. Ils ont choisi, je pense, ce soir, des projets plus qu'une étiquette politique. L'autre vice-président du Front National, Florian Philippot, remplit également son contrat à Forbach, en tête avec près de 36% des voix, avec cependant peu de réserves pour le second tour. Dans cette optique, les tractations ont déjà débuté, avec parfois des propositions d'alliances improbables, comme cette main tendue à la gauche par Robert Ménard. Le fondateur de Reporters sans frontières, soutenu par le FN à Béziers, a lancé hier soir un appel aux candidats socialistes. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Jean-Michel Duplat qui mène la liste de gauche, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais travailler. J'espère qu'aujourd'hui, les électeurs de gauche se diront, si on veut changer le système qui domine cette ville, il faut se retrouver avec des gens comme moi. Une
promesse de changement qui a convaincu les électeurs dans plusieurs autres villes, parmi lesquelles Fréjus dans le Var, Beaucaire dans le Gard ou encore Tarascon dans les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône où le FN réalise l'un de ses coups d'éclat. À Marseille, Stéphane Ravier devance en effet le socialiste Patrick Menucci de près de 3 points. À dimanche prochain. Alors on a entendu l'appel de Robert Ménard au candidat du Parti Socialiste et je vous propose tout de suite de nous rendre à Béziers avec le reportage de nos confrères de Montpellier. Ce matin, dans la ville encore endormie, les Biterrois ne semblaient pas avoir subi d'électrochoc. Robert Ménard en tête, c'était semble-t-il un résultat logique. En revanche, un score de plus de 44% et un écart de près de 15 points avec le candidat UMP Elie Abou, les électeurs n'imaginaient pas un tel raz-de-marée. Oui, c'est énorme, oui, c'est sûr. C'est sûr que ça a dû surprendre beaucoup de gens. Et vous ? Ah oui, ben nous aussi. Moi, non, moi non. Mon mari, non. Oui, j'ai été surpris par ce score parce que 14 points d'écart entre les deux, c'est beaucoup. Les Biterrois se sont fortement mobilisés pour ce premier tour. 64% de participation, c'est 9 points de plus qu'en 2008. Ils ont apparemment exprimé leur mécontentement et leur rejet de l'équipe sortante. C'est une réaction de colère, parce que les Biterrois ont ras-le-bol de cette ville qui se délabre, Donc voilà, et puis je pense que les gens ont besoin de quelque chose peut-être de nouveau pour remonter la ville. Ça ne m'étonne pas, je pense. Avec la ville qu'ils ont mis à sac. Moi je ne fais pas de politique, mais bon, voilà, c'est le mécontentement des gens. Il ne me surprend pas trop, puisque à partir du moment où Elie Abou il a dit qu'il allait être, que Couder allait être relié à lui, tous les gens ont réagi de façon un peu négative à ça. Sinon après Elie Abou il plaisait bien aux gens, hein. Il leur déplaisait pas du tout, c'est plutôt que puisqu'il est lié à Couder, ils veulent plus. Hein. Voilà. Après ça n'a même pas de rapport peut-être avec Ménard, c'est vraiment Couder qui a fait couler Elie Abou. Dans la ville de Jean Moulin, le Front National ne fait visiblement plus reculer les électeurs. Olivier, il y a un commentaire sur l'appel de Robert Ménard au candidat du Parti Socialiste. C'est plutôt insolite. Oui, c'est insolite, mais en même temps, regardons de plus près. Ce n'est pas un membre du Front National. Il est soutenu par le Front National, comme d'ailleurs par le mouvement Debout la République. Et puis surtout, c'est une figure locale qui a nourri de nombreuses relations avec la bourgeoisie biterroise. Ce sont des rapports personnels aussi qui font la réalité, l'épaisseur du politique sur le terrain, loin des appareils et de leur simplification parfois en matière d'opposition politique. On va parler de l'UMP. Est-ce que c'est une renaissance qui pourrait être ternie ou atténuée par des triangulaires au second tour ? Oui, c'est clairement une victoire pour l'UMP qui réussit à afficher, à affirmer, à imposer sa stratégie de nationalisation, qui fait du coup bouger le balancier de l'équilibre politique droite-gauche, très en faveur de son camp. Maintenant, évidemment, bien des suffrages, scrutins sont encore indéterminés. Il y a pratiquement une centaine de triangulaires dans les villes de plus de 30 000 habitants qui restent à trancher au second tour. 77 si on considère les quadrangulaires, et peut-être même une vingtaine de compétitions avec 5 partis présents au second tour. C'est dire s'il y a bien des incertitudes qui demeurent encore. Avant de parler d'Alain Juppé à Bordeaux, je vous propose de retrouver Vanessa Fize et les réseaux sociaux. Que dit-on ? Eh bien, analyse, réactions sont à suivre toute cette journée et toute la semaine sur les sites de France 3 en région, en PACA. Ainsi, nos confrères s'interrogent sur l'échec au premier tour du socialiste Patrick Menucci derrière le Front National. Aucun pronostiqueur, nous dit-on, n'y était préparé et les chances au second tour sont minimes. En Rhône-Alpes, Gérard Collomb est favori, certes, mais rien n'est gagné, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alain Juppé, lui, pendant ce temps, envoie des messages sereins, puisqu'il est libéré de toute pression. Merci de tout cœur, dit-il, de votre confiance. Idem pour François Bayrou, mais le quotidien Sud-Ouest annonce une anomalie sur les bulletins de vote. C'est à suivre, le Front National pourrait saisir la justice. Jean-Luc Mélenchon, lui, il fait un clin d'œil dans le bal des tractations en affichant 100 villes à plus de 10%. Et puis, il y a quelque chose qui agite encore la twittosphère depuis hier, cet aller-retour en avion présidentiel de François Hollande pour aller voter à Tulle. Un voyage et un vote à 15 000 €. Merci Vanessa Fize, vous nous avez parlé de Pau, nous allons tout de suite à côté de Pau, à Bordeaux, pour ce reportage que nous devons à nos confrères d'Aquitaine. Vous me connaissez, on me reproche parfois
de ne pas extérioriser suffisamment mes sentiments. C'est ce que font les Landais, voilà, sont un peu retenus. Mais je peux vous dire qu'au fond de moi-même, ce soir, j'éprouve une immense joie, je vous la dois et je vous en remercie. Il est 22h dans les salons du Palais Rohan et Alain Juppé savoure sa victoire avec ses supporters. Le voilà réélu dès le premier tour pour la 4e fois avec 60,95% des voix, le meilleur score qu'il a jamais réalisé. Je vais m'autoriser un petit verre de champagne, voilà. Ce scrutin, il l'a analysé en détail en début de soirée dans son bureau du premier étage avec toute son équipe. Et si on avait un siège de plus? Un siège de plus à Bordeaux pour la droite, à la Cube, la communauté urbaine de Bordeaux. Un scénario identique dans d'autres communes de l'agglomération. On fait le plein des trois sièges. 3 sièges au Bouscat. Saint-Médard, score définitif pour Jacques Pambon, 49,9. Oh, c'est En plus de ce ballottage favorable à Saint-Médard-en-Jalles, 4 villes basculent à droite. Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Carbon-Blanc et Le Taillan-Médoc. De quoi assurer à Alain Juppé une large majorité à la Cube. J'ai déjà dit à tous nos amis qui allaient avoir à affronter un deuxième tour que j'étais à leur disposition pour aller les aider. Le ton est donné, la semaine s'annonce studieuse. Après une fête hier soir aussi brève que discrète, Alain Juppé a choisi de rester modeste pour la plus belle victoire de sa carrière. Alain Juppé, nouveau chef de file de l'UMP. En tout cas, il fait partie désormais des leaders qui vont compter, peser sur la suite de l'évolution des stratégies de la droite en perspective pour les sénatoriales tout de suite, pour les scrutins de mars 2015, les scrutins des conseils départementaux et régionaux, mais aussi, bien entendu, tout le monde y pense déjà, la présidentielle de 2017. Avec qui ? Alors, on parle évidemment de M. Copé, de M. Fillon, de M. Sarkozy, de M. Bayrou. Vous voyez, abondance de biens ne semble pas nuire. François Bayrou, que l'on va entendre et qu'on a entendu hier soir à la suite du premier scrutin. C'est pour moi une émotion très grande. Parce que chacun d'entre vous sait bien quelle est notre histoire dans cette ville, les années qu'il a fallu attendre, le travail qui a dû être fait, les histoires différentes, parce que tous ceux qui sont dans cette équipe ont des histoires différentes, mais toutes avec notre ville. Et pour moi, et pour les miens, le fait que pendant si longtemps on ait affirmé mensongèrement que le lien était rompu entre cette ville et moi, et cette ville et nous, le fait qu'aujourd'hui elle s'exprime avec autant de clarté et autant de force, bien entendu pour moi c'est très émouvant. Olivier Hill, 75 000 habitants, c'est ce que compte la ville de Pau. Ça ne sera pas trop petit pour François Bayrou? Il est possible que ses ambitions débordent cette palissade ou cette clôture. La suite des victoires de l'UMP hier, elles ont été assez éclatantes. Oui, on a eu des scores d'ailleurs impressionnants, que ce soit celui de M. Wauquiez à Puy-en-Velay, celui de M. Jacob à Provins, M. Barouin à Troyes, de M. Balkany à Levallois-Perret. Bref, toute une série de leaders de l'UMP ont réussi à reconduire des mandats et de belle façon, souvent au-delà de 60, parfois 70 points. Le parti de Jean-François Copé, qui ne souhaite pas, lui, faire de front républicain. On l'a entendu hier soir avec notamment Henri Guénaud. On l'écoute, le député de l'UMP. Ouais, je m'attendais à ce que les Français manifestent leur colère. Alors, je n'ai pas de prévision précise mais entre l'abstention et le vote Front National, on mesure bien l'exaspération, la colère, le rejet des Français, qui vaut pour toute la classe politique qui gouverne depuis 40 ans, bien entendu, mais qui vaut encore plus, et on le voit dans les résultats, pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Est-ce que vous allez appeler un front républicain ? Non, moi je n'ai pas changé d'avis. Je ne supporterai aucun accord, aucun désistement, aucun arrangement avec le Front National pour ce second tour. Mais je pense que ce serait un message de mépris à envoyer aux électeurs qui ont voté pour le Front National que de leur expliquer que de toute façon nous ferons tout pour que leur vote n'ait jamais de conséquences sur l'élection.
Réaction, Olivier Hill? Oui, ce témoignage illustre ce que nous avons dit tout à l'heure sur ce mouvement de balancier, sur les stratégies qui l'accompagnent. Il faudra voir si l'UMP, au fond, se situe entre la victoire de 2001, qui avait été réelle, mais tout de même limitée, et puis la défaite que l'UMP avait subie, mais cette fois contre le Parti Socialiste de 2008, qui avait été beaucoup plus large. Et c'est sans doute entre ces deux mouvements de balancier que se trouve pour l'instant l'UMP, à la veille du second tour, rappelons-le. Alors on a parlé du Front National, du Parti Socialiste, on vient de terminer sur l'UMP. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse aux petits partis, notamment aux Verts, parce que les Verts nous surprennent. Oui, ils proposaient plus de 800 listes, mais dans 80% des cas, ils étaient alliés au Parti Socialiste. Ils réalisent néanmoins, dans les villes où ils avaient une liste autonome ou avec le Parti de gauche ou la société civile, de bons scores. C'est le cas à Nantes, où Pascal Chiron fait près de 15 points et va pouvoir arbitrer le duel entre Laurence Garnier et puis Johanna Rolland, dans un contexte, on le sait, de repli très fort du Parti Socialiste et aussi de mobilisation sociale. Notre-Dame-des-Landes n'est pas loin. 15 points, c'est précisément ce qu'il faut à Mme Rolland pour atteindre la majorité au second tour. Alors que s'est-il passé à Grenoble ? À Grenoble, avec 1867 voix d'avance sur le Parti Socialiste, la liste écologiste Parti de gauche, société civile conduite par Éric Piolle pointe en tête au soir du premier tour. C'est clairement un désaveu pour Jérôme Saffard, le dauphin de Michel Destot, le maire socialiste qui était présent dans cette fonction depuis 1995. C'est d'autant plus un désaveu que les sondages, et on se demande comment ils ont été faits, avaient indiqué une avance de M. Saffard de près de 10 points. C'était seulement il y a une semaine. L'écart tout cumulé est maintenant de 15 points. C'est une grosse surprise. On va regarder le sujet ? Tourné par nos confrères de Grenoble hier soir, merci. Ému Éric Piolle hier soir après la proclamation des résultats. Des larmes de joie pour le candidat vert qui vire en tête au premier tour devançant la liste conduite par le socialiste Jérôme Saffard. Un coup de tonnerre dans le ciel grenoblois. Les écologistes ne crient toutefois pas victoire et restent ouverts à leurs anciens alliés, avec qui ils doivent compter s'ils veulent remporter la mairie. Les Grenoblois ont fait le choix de tourner le dos aux conservateurs. Ils font le choix et donc notre responsabilité, c'est de construire une coalition pour une nouvelle majorité qui soit à l'image de la diversité des Grenoblois. Et donc c'est important de créer les conditions de ce rassemblement. Tout est ouvert, mais encore une fois, c'est d'abord l'avenir de la ville, c'est la construction de la métropole, c'est l'ambition de développement urbain, c'est aussi le désenclavement routier, des chantiers importants. J'ai besoin d'être certain que ces aspects-là ne sont pas menacés. Les jeux sont donc loin d'être faits dans les rangs de l'ancienne majorité, d'autant qu'il faudra compter avec 2 autres candidats présents au second tour. Les Grenoblois ont décidé de permettre à 4 listes d'accéder au deuxième tour. Ils ont le droit à un deuxième tour dans la transparence, la clarté et l'honnêteté. Et à partir de ce moment-là, les jeux sont très ouverts. Avec plus de 12% des voix, la candidate du Front National atteint son objectif. Une présence au second tour, synonyme de retour des l'UFN au conseil municipal de Grenoble. Je savais que nous serions au-dessus de 10%. Je le sentais puisque lorsque je faisais du terrain, les gens étaient très favorables à notre mouvement et j'ai senti une dynamique, ce qui fait que je ne suis pas étonnée ce soir d'être à ce score-là. Quelle que soit leur position, les 4 candidats misent sur leur capacité à mobiliser au second tour. Le réservoir de voix est important. Près d'un Grenoblois sur 2 ne s'est pas déplacé hier pour voter. Voilà l'exemple des Verts qui arrive en tête à Grenoble, mais le contre-exemple, c'est celui de Montreuil, où Dominique Voynet, qui était maire de Montreuil, qui l'avait emporté en 2008, a décidé de passer son tour cette fois-ci. Et du coup, c'est le communiste Jean-Pierre Brard qui serait en tête pour le moment. Je vous propose de voir le sujet sur le premier tour de scrutin à Montreuil. Sans surprise, les électeurs montreuillois ont placé l'extrême gauche en tête à Montreuil. L'ancien maire Jean-Pierre Brard, investi par aucun parti, récolte 25,4% des voix, en bonne position pour tendre la main au candidat officiel du Front de gauche, Patrice Bessac, et à lui seul. Aujourd'hui, les électeurs ont tranché. Nous sommes nettement en tête. Et donc, c'est à nous qu'il revient de diriger la liste, mais une liste qui est ouverte, évidemment, à la liste officielle du Parti communiste et du Parti de gauche. Mais celui-ci refuse toujours de donner officiellement sa position. Avec 18,8% des voix, Patrice Bessac, ancien directeur de campagne de Jean-Pierre Brard aux législatives, n'exclut donc aucune option. Nous prendrons nos décisions sereinement,
sur la base d'un projet, d'un contrat de majorité, d'un nouvel élan pour Montreuil. Et c'est cela qui nous détermine l'intérêt de Montreuil. C'est cela que nous ferons au second tour. En face, Ibrahim Dufriche récolte pour Europe Écologie Les Verts 15,25%. Le successeur de Dominique Voynet tente de rassembler toute la gauche contre Brard. La ville n'appartient pas à une personne. Je crois qu'il n'y a pas de possibilité de travailler d'aucune manière avec M. Brard. Il l'a déjà annoncé, donc je ne vous apprends rien. Quant au candidat officiel du PS, Razi Hamadi, il est éliminé dès le premier tour. C'est la liste d'hiver gauche de Mouna Voupré qui passe tout juste la barre des 10%. À l'heure où on se parle, ma seule stratégie, c'est de discuter avec l'ensemble des forces de gauche et des listes qui sont qualifiées pour le second tour. Face à ces divisions de la gauche, la droite arrive en 3e place, mais c'est la position de Patrice Bessac au front de gauche qui sera déterminante pour le second tour. Voilà, un second tour donc à suivre à Montreuil et bien sûr à Grenoble où les tractations vont bon train en ce moment. Direction les réseaux sociaux avec Vanessa Fies. Que dit-on ? Eh ben, je vous propose de détendre un peu parce que sur les réseaux sociaux, on rit beaucoup même quand il s'agit de politique. Vous le savez, on a beaucoup parlé de ces selfies isoloirs, ces photos que prenaient les électeurs avant d'aller aux urnes. Eh bien, ça a inspiré Plantu, le dessinateur de presse du Monde, qui propose un selfie isoloir qui montre également la poussée du Front National. Des selfies isoloirs qui ont été raillés avec ce « mais qu'est-ce que tu dis, Doudou, dis donc ». C'est donc ce nounours qui est allé voter et qui fait son selfie. Des selfies également en Playmobil avec ce Self of Throne, en référence à une série américaine beaucoup suivie. On raille aussi la déroute de la gauche, vous allez le voir. Voilà, pourquoi diable cette photo me fait-elle penser au Parti Socialiste après le premier tour des municipales. On raille encore la gauche et ces tractations qui vont être difficiles, douloureuses sans doute. Et puis, vous savez, la météo, elle a son importance sur le taux d'abstention. Alors, quel temps fera-t-il dimanche ? C'est la grande question qu'on se pose à quelques jours de ce deuxième tour. Merci Vanessa pour cette bouffée d'oxygène et ces sourires, ça nous a fait du bien. Nous revenons sur un sujet sérieux du second tour, ou voire du troisième tour, puisque là on pense à l'élection des maires, et surtout dans les grandes agglomérations. Mais que va-t-il se passer après ? Parce qu'une fois qu'on a eu la mairie, c'est bien, c'est un symbole, mais ce qu'il faut c'est l'argent et le pouvoir, et l'argent et le pouvoir il est dans l'intercommunalité. De plus en plus, c'est-à-dire dans des communautés de communes, des communautés d'agglomération, demain des métropoles qui commencent à se mettre en place. Il faut insister sur ce point, c'était la première fois qu'une élection intercommunale était organisée en France. La première fois, au fond, que les électeurs pouvaient choisir des conseillers d'agglomération en même temps que leurs équipes municipales. Et dans toute une série de domaines, c'est un point très important, les mutualisations de compétences s'opèrent en matière d'habitat, d'urbanisme, de développement économique, d'équipements sportifs et culturels. Ce sont les interco, comme on les appelle familièrement, qui, effectivement, opèrent désormais, sont actifs et donnent un nouveau visage aux politiques publiques locales. Et pourquoi les maires, les maires les plus emblématiques, je veux parler de Alain Juppé, Martine Aubry, Gérard Collomb, bien sûr, on va en parler, veulent à tout prix être président de l'intercommunalité? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on est maire d'une ville-centre, c'est l'occasion, le moyen d'accéder à des budgets complémentaires, à des compétences nouvelles et de pouvoir, du coup, penser leur propre politique à l'échelle non plus d'une ville intramuros, mais bien de toute une agglomération en matière de transport, en matière de déchets ou de voirie publique. Cela optimise au fond l'action publique, donc au fond donne au pouvoir des maires un tout autre relief. À Lyon. Je prends l'exemple de Lyon parce que d'ici 2015, ça va être une zone test, l'agglomération lyonnaise. Que va-t-il se passer à Lyon en 2015 ? Eh bien, en 2015, à Lyon, du fait de la disparition du Conseil général, l'agglomération et la ville de Lyon vont constituer un seul pouvoir, c'est-à-dire un budget tout à fait colossal de plusieurs milliards, une fonction publique elle-même démultipliée, donc une capacité de pilotage et d'action qui, à l'échelle de l'Europe, va désormais constituer une nouveauté radicale. Oui, c'était un peu... Pour la France en tout cas. Ça fait un peu peur quand même, tout ce pouvoir concentré en un seul homme. Sans doute, mais ce n'est pas la tradition française, on le sait, les collectivités territoriales sont regardées avec beaucoup de méfiance de la part de Paris, mais c'est une forme d'adaptation à ce qu'est la vie européenne et la démocratie à l'échelle urbaine aujourd'hui. Simplement, il faudra vérifier que, je le disais tout à l'heure, les citoyens soient bel et bien associés et que, bien entendu, des contre-pouvoirs, des délibérations, des concordes s'établissent autour de ces nouveaux instruments d'action. Pour un budget à Lyon de 3,5 milliards, c'est énorme. C'est dire. Voilà, je rappelle, avant qu'on se quitte, le taux d'abstention,
38,75%, c'est très dur. Et notre partenaire l'avait donné dès le soir du premier tour. C'est vraiment l'un des chiffres clés de ce scrutin, une désaffection très profonde. Merci Olivier Hill. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec Olivier, avec Grégoire Bouscambert et Vanessa Fils, bien évidemment, dimanche à partir de 20h15 pour un second tour de scrutin passionnant.